Bonjour et bienvenue à notre émission. C'est déjà le temps de nous remettre à la page. Ce mois-ci, Pierre et moi avons fait tellement de belles découvertes qu'une émission n'était pas suffisante. Alors, en avril, nous vous présenterons aussi le fruit de nos découvertes et de nos lectures. Bonjour Pierre. Bonjour Stéphanie. Alors, dis-moi Pierre, le premier livre que tu as choisi de nous présenter nous parle de nourriture. Parce que, Oui. on le sait, la foi touche plusieurs dimensions et la bouffe n'y échappe pas. La bouffe n'y échappe pas. On n'oublie pas également que c'est lors d'un repas que Jésus va instituer l'Eucharistie. Les chercheurs se demandent encore, est-ce que c'était autour d'un seder, le repas traditionnel juif, ou un autre type de repas? On ne s'entend pas. Alors mes yeux se sont arrêtés sur un petit bouquin, Manger ensemble, quelle affaire? Les débats sur le repas autour du temps de Paul, de Jacqueline Martin Bagnadès, je pense que c'est ainsi qu'on prononce, dans une nouvelle collection qui s'appelle Collection Paul Apôtre. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve dans ce petit ouvrage? Soit dit en passant, je n'ai pas tout à fait terminé de lire, mais c'est justement, on se rend compte que le repas a été à la fois une cause pour souder les premières communautés chrétiennes, mais en même temps, dans d'autres lieux, cause pour séparer les premières communautés chrétiennes. Alors qu'on sait que dès la fin du 2e, 3e siècle, l'Eucharistie ne se célèbre plus autour d'un repas tel qu'à l'origine, mais toute la complexité, des Juifs qui se convertissent, qui gardent leurs habitudes alimentaires, des païens qui se convertissent au christianisme, qui arrivent également avec leurs propres habitudes alimentaires. Alors, comment conjuguer tout cela? Ça semble avoir été un problème majeur pour les premières communautés chrétiennes. Bien sûr, dans les Écritures, on entend ils vendent tout, ils mettent tout au pied des apôtres, et ça ne semble pas avoir été si clair et si facile que cela. Ce qui est intéressant également, là où je suis rendu, bien sûr, l'auteur nous propose à la fin de ce petit ouvrage un glossaire très, très intéressant. C'est très facile de s'y référer et utile également, pas juste pour ce petit bouquin, mais qui sera utile également quand on approche, quand on attaque des termes bibliques, entre autres. Alors, c'est très, très bien décrit. Donc, c'est un livre qui peut être accessible pour des néophytes, des gens qui connaissent un peu moins l'histoire biblique et l'histoire du début de l'Église. Oui, mais il faut avoir quand même un petit fond. Il faut avoir un petit fond. C'est facile d'accès. C'est pas un langage très, très complexe ni scientifique. Mais je pense qu'il faut avoir quand même un petit fond biblique, du moins, et parfois historique. Qu'est-ce que tu as découvert ou qui a attiré ton attention dans ce livre-là? Bien, c'est justement ça. Non pas le repas qui fait communauté, mais le repas qui défait la communauté tellement on ne s'entend pas. On ne s'entend pas sur ce qu'on peut manger, sur l'ordre dans lequel les choses sont présentées. Ça m'a beaucoup surpris que le repas des premiers chrétiens avait été, dans certains cas, cause de division d'une communauté. Donc, la foi qui dépasse les frontières habituelles nous oblige à se questionner, à nous questionner sur des sujets aussi pratico-pratiques. Exactement. Que le repas. Et on sait que encore aujourd'hui, nos repas de famille, nos repas d'amis sont généralement des lieux pour refaire nos forces physiques, mais pour refaire également les liens d'amitié, les liens familiaux. Mais parfois, des repas, ça peut éclater.
Alors, manger ensemble, quelle affaire! Un petit livre facile à lire et qui peut peut-être inspirer notre réflexion de la Semaine sainte. Oui, justement, bientôt ce sera la Sainte du Seigneur, le Jeudi Saint. Alors, je pense que ça peut être intéressant. Et ce qui est intéressant aussi, puis je vais essayer de le lire prochainement, il y en a un autre dans la même collection, toujours sur Paul, mais cette fois-ci, Paul missionnaire. Alors, la mission, nous en entendons parler beaucoup ces temps-ci, et dans notre diocèse, et à peu près dans tous les diocèses. Alors, comment Paul conçoit son rôle de missionnaire? Je pense que ça peut être intéressant. Il me semble que oui, parce que j'entends autour de moi que c'est un peu un signe des temps de revenir à la vie des premières communautés chrétiennes et à ce qui les a unis, ce qui les a divisés, oui, et comment ils ont trouvé la recette pour résoudre leurs conflits puis faire croître la communauté. Alors, c'est un livre à lire. De Jacqueline Martin Bagnodez. Pour notre deuxième présentation cette semaine, nous vous proposons un roman. Il y a longtemps qu'on n'avait pas abordé de roman. Un petit roman de Lucetta Scarafia. Souvenez-vous, nous l'avions rencontré dans un autre livre, Femme de pape. Alors cette fois-ci, elle aborde une question délicate sous forme d'un roman. Alors évidemment, on ne peut pas vous dévoiler l'ensemble de l'intrigue, mais Stéphanie, toi qui l'as lu également, qu'est-ce que tu retiens de Madame la cardinale? D'abord, mon inquiétude à le présenter, je dois vous le dire, parce que bien qu'au départ, dans le roman, elles disent toute ressemblance avec des faits est fortuite. Je trouve que le fortuite est bien fort pour la réalité. Donc, le pape dont il est question dans Madame la cardinale s'appelle Ignace et il est franciscain. Alors, vous savez en tirer les conclusions. Elle est très proche de grandes controverses qui ont forgé le début du pontificat du pape François. Elle parle avec fougue des débats politiques au Vatican, des différentes factions, tellement que je me disais, est-ce que c'est nuire à notre Église que de le présenter? Puis j'ose le dire parce que j'étais vraiment frileuse. Par contre, je vous avoue que j'ai vu dernièrement un article de Présence Info qui parlait de l'importance pour le pape d'ouvrir les postes qui étaient autrefois réservés au clergé, aux laïcs. Donc, je trouvais que c'était d'autant plus intéressant pour permettre de voir qu'est-ce que ça peut causer, parce que pour nous, au Québec, qui sommes de nature un peu plus progressif, ça va presque de soi, hein? Puis on a hâte même que ça arrive. Donc, mais c'est pas tant naturel à ce que je peux voir. Puis même moi, j'étais un peu surprise à plusieurs reprises d'entendre comment le pape François fait pas l'unanimité. Mais voilà, c'est ce que moi j'en ai pensé. Et finalement, je suis allée au bout du roman et je me suis surpris là, à avoir hâte d'avoir du temps pour le relire. Toi, Pierre, t'en as pensé quoi? Et évidemment, avec ce que nous avons appris dans ces derniers jours, avec la réforme que le pape François propose encore une fois de la curie romaine, c'est comme un peu étrange que les deux événements arrivent en même temps. L'annonce de la réforme de la curie et la publication de ce petit roman où il est clair dans la réforme de la curie que le pape François, en tout cas, veut faire de la place aux laïcs. Est-ce qu'il y aura probablement hommes et femmes? Mais dans le roman, on retrouve déjà ça. Il y a déjà des femmes dans des postes importants. Et d'ailleurs, on sait que l'autrice a elle-même été dans des postes importants sous Jean-Paul II. Alors, bon, est-ce une coïncidence?
Parfois, je trouvais que c'était des lieux communs auxquels on est un petit peu habitué. Bien sûr, elle nous garde en haleine jusqu'à la fin pour voir la surprise qui sera finalement cette Madame la Cardinale. Mais c'est un petit ouvrage également qui se lit très bien. Écoutez, pour ceux qui aiment lire une soirée, puis c'est fini. Là, Mais la coïncidence est intéressante à regarder. L'ouverture de la curie romaine, la réforme de la curie romaine, avec ce petit roman, Madame la Cardinale, c'est intéressant. Alors, si vous avez le goût de vous amuser, peut-être de vous fâcher à certains chapitres, vous êtes invité à lire Madame la Cardinale, puis peut-être à nous faire part de vos commentaires.